Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller. Ce soir, c'est une soirée spéciale avec les lauréats du prix Orange de la bande dessinée 2024. Nous sommes ravis de les accueillir. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, par ordre alphabétique, je vais faire comme notre ami présentateur ce soir, qui est Laurent Mélikian, qui est le directeur des publics et des lectures de la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Bonsoir Laurent. Bonsoir Alors, Nathalie, bonsoir tout le monde. nous avons Maude Bénézite pour J'y vais mais j'ai peur aux éditions Delcourt. Bonsoir Maude. Bonsoir. Sylvain Bordesoul pour L'été des Charognes aux éditions Gallimard BD. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, merci beaucoup. Édith Chambon pour Ma famille imaginaire aux éditions Lagrume. Bonsoir Édith. Bonsoir. Jean Crémers pour Le Grand Large aux éditions Glénat. Bonsoir Jean. Bonsoir. Et Johan Vornière pour Le Silence, tome 1 aux éditions Cana. Bonsoir Johan. Bonsoir. Et nous sommes ravis d'accueillir la présidente du jury de cette cinquième édition qui a été lauréate en 2021 pour Ryan Girls. Si est là parmi nous. Donc bonsoir Si. Merci d'être. Bonsoir. Je vais vous laisser la parole tout de suite pour parler de ces cinq lauréats. À la base, il y avait 50 titres en lice. Vous avez fait deux délibérations, si j'ai bonne mémoire. Et Oui, voilà, ça est là. Mais je vous laisse tout de suite la parole. il y en avait 54. C'est important. C'est important de le notifier. Il y en avait 54. Oui, alors, bon, on m'a proposé de devenir présidente de ce jury et c'est la première fois que je l'ai fait et avec grand plaisir. C'était vraiment génial. Je tiens à dire que là, je me fais le porte-voix du jury, pas que moi, moi, ma vie, mon œuvre devant. Donc le jury était composé d'un panel de personnes qui étaient issues de la chaîne du livre, mais pas que. Il y avait par exemple, alors, il y avait des libraires, mais il y avait aussi des personnes, des lecteurs et des lectrices, tout simplement, qui venaient du site lecteur.com, le site basé à Orange en fait. Et D'accord. voilà, il y avait aussi des associations, il y avait Caritas qui a fait lire leurs adhérents. Donc eux, ils ont eu encore plus de trucs. Ça veut dire qu'ils ont dû faire eux-mêmes de leur côté des propres débats pour choisir des titres et après venir sur les débats de jury. Enfin, imaginez l'entonnoir pour eux. Mais c'est ça qui était génial. Et il y avait aussi une association, un regroupement de passionnés de bande dessinée à côté. Donc il y avait vraiment un panel de différents. C'était pas que un entre-soi d'auteurs et d'autrices de bande, enfin, ou de moins de personnes de la bande dessinée. C'est ça qui est aussi intéressant pour avoir un large panel. Et puis tout le monde avait voix au chapitre, tout simplement. Et il y avait aussi des, euh, des personnes. Je ne veux pas dire influenceurs, mais des personnes, des créateurs et des créatrices de contenu qui travaillent autour de la bande dessinée. Voilà. Donc, Je vais juste rappeler. Oui, on vous attendez deux entend. petites secondes. Hop. Et donc, excusez-moi, j'ai eu un truc dans l'oreille qui a popé. Bref. Et sinon, donc voilà, on a pu débattre. On a pu. Déjà, il a fallu lire les 54 bandes dessinées. C'est jamais. Or, c'est jamais un problème de lire de la bande dessinée. Vraiment, je peux faire ça toute ma vie. Bon, même si 54 bandes dessinées, ça fait beaucoup dans une maison. Mais le pire, après, c'est qu'il a fallu choisir. Et il a fallu en discuter, il a fallu débattre. Alors, on croyez pas, c'était pas un ring de boxe, hein, et puis on était là pour défendre nos chouchous et pas pour descendre des bandes dessinées, parce que souvent ça peut être pensé comme ça, mais pas du tout. On était dans une discussion respectueuse et surtout, tout le monde avait voix au chapitre. Et c'est pas parce que j'étais présidente que j'étais dans une dictature. Voilà. Moi, j'étais juste là pour essayer d'harmoniser tout ça. Donc, voilà, les 5 titres qui sont sortis, bah Je les voilà, je les c'était, oui, voilà, faut mettre les couvertures, voilà. Et donc, ça a été un vrai plaisir de voir émerger. Ça a été dur, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, c'était les 5 titres qui sont ressortis de ces deux discussions, de ces 2 moments de débat. Voilà. veux juste rappeler que les amis lecteurs ont jusqu'au 5 juin minuit pour aller voter sur le site de lecteur.com et pour élire le lauréat qui sera dévoilé le 13 juin
prochain. Vous avez quand même une actualité, si je ne voulais pas passer à côté. Je vais vous montrer, c'est un tome 2. Si je ne me trompe pas, vous êtes au dessin et c'est Marc Dubuisson au scénario. Ça s'appelle Anna et l'Entremonde, c'est le tome 2. Donc c'est Les Naufragés et c'est aux éditions Glénat. Donc vous pouvez aller aussi vous procurer la BD dessus. En tout cas, un grand merci d'être passé nous voir. C'est toujours bien d'avoir le du jury. Bonne continuation. Et puis, on va laisser nos amis finalistes, un peu traqueurs, entre les mains d'un spécialiste de la BD. Donc, Laurent, je vous laisse officier. Et Je puis, fais juste un truc, ces 5 bandes dessinées sont géniales et il faut, peu importe qui va gagner, il faut tous les acheter, d'accord? Voilà, tout entendu. Merci beaucoup. je Laurent, vous laisse. je vous laisse aussi. Laurent, c'est à vous. Eh bien, écoutez, merci, puisqu'on est en pleine saison électorale, hein, en fait. Merci de m'inviter à ce magnifique bain de démocratie bénéphilique. Je voudrais remercier aussi Mathieu, libraire à la Cité de la bande dessinée, qui, euh, qui devait animer ce débat ce soir, mais qui ne peut pas être avec nous. Et c'est ainsi que je me retrouve au milieu de vous, 5 éminents autrices et auteurs de bande dessinée, pour cette rencontre et de m'avoir donné aussi l'opportunité de découvrir vos, vos œuvres respectives. Alors, comme on avait dit, on va d'abord procéder par ordre alphabétique, euh, ce qui m'amène à me tourner d'abord vers Maud pour J'y vais, mais j'ai peur. Maud Bénézit, donc après votre première œuvre, qui s'appelait Il est où le patron? Et qui nous invitait quand même sur le plancher des vaches, hein, puisqu'il s'agissait d'un reportage avec des agricultrices. Là, vous êtes embarqué euh, avec Clarisse Clémer sur le Vendée Globe Challenge, qui est quand même la compétition grand large qui emmène en solitaire autour du monde. Alors, vous êtes embarqué dans cette aventure dès 2019, c'est-à-dire en fait, si on comprend bien, Clarisse Kremer, la navigatrice, vous a contacté avant son départ pour pour que vous racontiez quasiment en direct son aventure en bande dessinée. Et ben en fait, elle m'a effectivement contactée pas longtemps après avoir dit oui à son sponsor pour faire le Vendée Globe. Et en fait, moi, j'étais en plein dans ma première BD, donc j'ai pas du tout hésité à lui dire oui, mais en disant que j'étais pas disponible. Donc en fait, on s'est retrouvés après son arrivée en fait. Moi, ma première BD est sortie en mai 2021, donc juste après son arrivée de son tour du monde, et on s'est retrouvés après. Et donc en fait, bah, c'est chouette si ça se voit pas trop, mais c'était pas du direct, c'était de la reconstruction, mais grâce au dessin et à la bande dessinée par rapport au documentaire vidéo, on peut tout recréer en dessin, même si on n'y était pas. Donc c'était surtout à base de discussions avec Clarisse et de documents vidéo et photos auxquels j'ai eu accès pendant tout le processus d'écriture qu'on a vraiment fait en binôme. Donc Clarisse s'est rendue très disponible pour écrire avec moi. Et vu qu'elle était pas scénariste de BD, voilà, on s'est toutes les deux, enfin, voilà, ça s'est fait assez naturellement d'être vraiment un binôme de scénaristes. Et ensuite, je suis passée au dessin sous son œil quand même attentif. Oui, alors on sent que bah, vous avez quand même bien vécu de l'intérieur cette aventure. Dans vos, je ne sais pas si on voit très précisément, mais dans vos pages, on peut avoir des moments de frénésie intense, hein, où on sent qu'il faut agir très vite, et puis des moments de pure contemplation. Alors, oh là là, la technique est un peu difficile avec nous, mais bon, en gros, là, vous avez une double planche à l'aquarelle montrant les abords des mers du Sud. Voilà. Bah, c'est vrai que C'est c'était un peu le défi, raconter un Vendée Globe. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est vrai que c'est une course qui dure environ 3 mois. Donc, on est 3 mois tout seul sur son bateau. Il n'y a pas d'escale, donc on s'arrête jamais. Et donc, voilà, on est en mer sans que le bateau ne fasse aucune pause pendant 3 mois.
Et en fait, ça alterne effectivement des moments, bah, quand il n'y a pas beaucoup de vent, il y a des moments plus calmes, il y a des moments de contemplation, mais il y a aussi beaucoup de moments avec beaucoup de stress parce que c'est des bateaux à la fois très techniques et qui vont très vite, mais qui peuvent aussi casser. Donc, il y a toujours des trucs à réparer, à optimiser sur le bateau. Et donc, il fallait réussir à rendre compte de cette dualité de ce qu'elle vit sur le bateau, à la fois des émotions très fortes, de solitude, de contemplation, et des rushs comme on montre dans les manœuvres, enfin, un côté aussi bah, de technicité, même sportivement, enfin, très physique, avec toute la question de comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on arrive à gérer son sommeil quand on est 3 mois toute seule sur un bateau bah, on fait des petites siestes, C'est hein, la mais on peut question pas dormir. récurrente. Ouais. Oui, c'était un peu le gros point pour Clarisse d'arriver à bah, ce qu'on imagine, hein, de réussir à enfin, lâcher prise pour réussir à dormir peut-être parfois 1 heure et demie ou 2 heures, alors que ton bateau file à pleine vitesse. Donc voilà, enfin, moi je serais vraiment incapable de, de vivre ce qu'elle a vécu, mais c'était très chouette par nos discussions et toutes les questions que je lui posais, j'arrivais à me mettre un peu dans sa peau pour après rendre compte de tout ça en BD. Merci. Alors, on va passer à Sylvain Bordesoul. Donc, vous, il s'agit de l'adaptation d'un roman, L'été des Charognes, un roman de Simon Joannin. Euh, il s'agit d'adolescence quand même très, très, très perturbée. Sylvain, est-ce que c'est vous qui avez choisi ce roman ou est-ce que c'est ce roman qui est venu vous choisir? Euh, alors en fait, l'été des charognes, en fait, c'est un projet de diplôme. Donc à la base, c'était juste un petit exercice. Il fallait faire une quinzaine de pages, d'adapter un roman en fait. Et moi, l'été des charognes, en fait, il m'avait vachement touché et vachement marqué parce que il parle d'un milieu que je connais plus ou moins et d'une certaine violence, mais avec beaucoup de poésie. Et ça me touchait vachement, en fait, d'avoir lu un livre qui parlait de ça, avec ce langage-là. Et donc, du coup, quand j'ai eu cet exercice, j'ai commencé à travailler sur l'été des charognes. Et après, ça a été repéré par un prof. Et puis, on m'a dit, bah, tu devrais contacter Simon. Et j'ai contacté Simon. Et puis, on s'est grave entendu. Et là, on a le même âge et tout ça. Donc, et puis, il m'a dit, voilà, vas-y, chaud, fais ce que tu veux avec maintenant. Et vous avez, parce que vous avez un style quand même très personnel, avec beaucoup de couleurs. Euh, on a l'impression que vous dessinez au feutre, hein. J'espère C'est ça. qu'on va pouvoir en voir un petit peu. Et tout cela pour montrer quand même des moments de vie très durs, hein, des adolescents confrontés, bon, comme beaucoup, à la drogue, l'alcool, mais aussi à la mort, à un moment où on est en train de construire sa vie. Qu'est-ce qui vous a amené à adopter ce style? Euh, En fait, c'était un peu mais tout le principe de l'écriture de Simon, en fait, c'est-à-dire qu'il parle de choses un peu dures, mais avec toujours beaucoup de beauté, en fait. Et je pense que si on s'arrête que au côté âpre des choses, en fait, on passe à côté de son écriture. Moi, ce qui me touchait vraiment, c'était vraiment cette ambivalence entre les choses un peu tristes et tout ça, et puis toute cette beauté qu'il y a derrière, malgré toute la violence et tout ça, il y a toujours de la lumière qui vient percer un peu tout ça. Et du coup, en fait, les feutres, ça m'est venu naturellement parce que je voulais garder un maximum de son texte et en même temps, du coup, montrer la beauté dans toute chose, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que, il y a un passage où ils prennent le bus et tout ça et ça pue parce qu'il y a des usines et tout. Donc, c'est un peu crados, mais en même temps, eux, ils s'amusent beaucoup, en fait, parce que ils se font des petits jeux dans le bus et tout ça. Et c'est par là, en fait, que j'ai commencé à travailler parce qu'il y avait ce truc ils sont dans un endroit pas cool. Ils sont dans un milieu qui est dur, mais eux, ils vont quand même y trouver de la joie et de la beauté. Et du coup, voilà, c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. Et du coup, j'ai pris les feutres parce qu'il y avait une ambiance un peu de coucher de soleil et tout ça. Et ouais, et après, j'ai continué comme ça, en fait. D'avoir toutes ces couleurs, ça me permettait de travailler l'ambiance et le ressenti. Parce que j'ai plus de mal à m'exprimer qu'à ressentir les choses. Donc, du coup, c'était un peu. Ça me servait aux ambiances, voilà, tous les feutres. Avec un certain respect pour le texte original, puisque vous avez apparemment, n'ayant pas lu le roman, hein, mais j'ai l'impression que vous avez pris des extraits du roman pour les republier tels quels en récitatif. C'est ça. En fait, j'ai dû créer tous les dialogues parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues dans le texte de Simon.
Mais après, l'idée, c'était vraiment enfin, moi, ce qui m'avait touché, c'est son écriture. Et je voulais aussi vachement respecter son univers et le respecter lui en tant qu'auteur. Donc, du coup, c'était important pour moi que le travail du texte et sa poésie soient retranscrits quand même. Donc, c'est vrai que il a fallu que j'élague, que je fasse en sorte qu'il n'y ait pas de redondance et certaines choses que j'enlève, que je les passe en dialogue ou quoi. Mais après, dans la mesure du possible, quand j'ai pu garder voilà, les moments de grâce qu'il y a dans son écriture et la poésie, j'ai essayé de le garder un maximum. Merci. Edith, Ma famille imaginaire, donc un récit autobiographique. Si on s'arrête au titre, justement, on imagine une fiction, et votre famille dite imaginaire, elle n'est pas si imaginaire que ça. Euh, Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à partir vers l'autobiographie? J'étais pas du tout partie pour faire de l'autobiographie à la base, parce que tout simplement, j'en avais pas envie. Je pensais faire une fiction plutôt satirique, parce que à la base, j'aime plutôt faire des blagues. Il se trouve que dans ma vie, c'était pas hyper rigolo à ce moment-là. Et du fait d'entrer en résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême, ça m'a fait vraiment me connecter avec ce que j'avais besoin d'exprimer en fait à travers mon travail. Et donc ça s'est imposé, je dirais. Le plus dur, ça a été de prendre la décision. Et puis, en fin de compte, une fois que j'ai trouvé un éditeur qui était motivé par le sujet, qui était quand même pas évident à traiter, voilà, après, c'était parti. Et puis, plein de fois, je me suis dit, tiens, quelle mauvaise idée de raconter sa vie à ce point. Mais bon, j'avais signé un contrat, donc j'étais bien obligée en gros. Mais bon, en fait, enfin, je suis contente d'avoir fait ça, hein. Je dis ça un peu pour rigoler, mais c'est vrai que ouais, je dis pas que je referai forcément de l'autobio, mais en tout cas, je pense que vu que c'était la première fois que j'écrivais aussi, c'était une façon pour moi d'être quand même sincère, de pas être dans la posture, de pas juste essayer de faire une BD qui correspondrait forcément au style de BD que je veux faire, mais vraiment essayer d'avoir quelque chose qui vient de mon intériorité. Et donc finalement, l'autobio, ouais, c'était assez logique. En plus, ça se fait beaucoup en BD, donc c'est que je dois pas être la seule à éprouver le besoin de raconter mes élucubrations. Mais c'est un cliché, mais on peut presque parler d'un récit salvateur. Oui, ouais, en ce qui me concerne, ouais. J'ai eu quelques retours lecteurs, lectrices aussi qui ont l'air d'apprécier aussi l'expérience, donc ça me soulage un peu parce que moi, ça m'a fait du bien de dire ce que j'avais à dire et après, je me suis dit, mince, qu'est-ce que les gens vont trouver là-dedans? Et en fin de compte, je pense que oui, quand on touche aux histoires de famille, en l'occurrence les secrets de famille, je pense qu'on est beaucoup dans l'équipe. Voilà, donc forcément, j'imagine que ça fait que beaucoup de gens peuvent se reconnaître, même si le récit est singulier parce qu'il s'agit de ma propre histoire de famille. Après, c'est mon histoire de famille, mais c'est de mon point de vue, ça reste un point de vue subjectif. Si ma sœur ou ma mère racontait la même histoire, ce serait certainement une histoire un peu différente. Oui, moi, c'était effectivement un peu travail un peu thérapeutique aussi, je pense. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous représentez vous-même euh, vos dialogues, vos échanges avec votre psy. Ouais. Donc, c'est double analyse. Euh, vous utilisez, je dirais presque des trésors, des palettes de narration extrêmement variées. On peut passer du gaufrier à des doubles planches, à des plans de maison. Euh, c'est de- vous êtes allé expérimenter jusqu'au bout ce que pouvait vous offrir la bande dessinée. Ouais, je crois que déjà, il y avait. En fait, qu'au début, quand j'ai écrit le script, il y avait quand même beaucoup de dialogues, beaucoup de choses au téléphone, même les interactions avec la psy. Donc, mon éditeur était un peu craintif en se disant, bon, c'est sûr que si on se tient à une mise en scène très simple, style plan fixe avec un dialogue, on risque de légèrement s'ennuyer sur 245 pages. Donc, je pense qu'aussi, moi, j'avais besoin de ne pas m'ennuyer dans mon travail.
Donc, c'était une façon pour moi, voilà, d'explorer à travers la mise en scène des idées, des possibilités qu'offre la BD, même au niveau de la palette de couleurs aussi. Enfin, voilà, j'ai eu besoin, en fait, de moi aussi, à chaque page, réengager une forme de désir et d'intérêt pour le travail. Donc voilà, du coup, je pense que ça donne effectivement un peu de diversité et de foisonnement. Et voilà, mais bon, là maintenant, je suis en balle d'inspiration. J'ai fait tout ce que je pouvais. Non, je sais pas. Voilà. On parlera peut-être de la suite plus tard. Ouais. Je me tourne vers Jean. Alors, Jean, vous êtes presque un passeur dans cette sélection. Parce qu'avec le grand large, bon, je suppose que Nathalie va montrer la couverture. Vous êtes à la fois dans une aventure maritime. Euh, bon, en plus de Kremer, à Kremer, il n'y a qu'une lettre. Donc vous êtes assez proche de Maud. Vous êtes, on le verra plus tard aussi, assez proche de Johan et de son manga Silence, dans l'atmosphère post-apocalyptique. Est-ce qu'on est dans le post-apocalyptique? J'ai l'impression. Et surtout dans ce monde que vous décrivez, extrêmement inquiétant, où des parents jettent quasiment à la mer leurs enfants afin qu'ils atteignent une certaine terre ferme. On peut y voir peut-être une allusion à Moïse ou à Superman, hein, chacun ayant été abandonné l'un aux eaux du Nil, l'autre au courant stellaire alors qu'ils sont bébés. Dans ce monde, donc, probablement futuriste, quelle partie du monde actuel est-ce que vous avez cherché à montrer? Bizarrement, aucune. C'était plutôt une métaphore de la vie que je voulais mettre sur l'eau. Donc, j'ai pas vraiment pris de référence. J'avais peur d'être influencé par un endroit de la planète ou quelconque tribu ou quoi que ce soit qui vit près de l'eau. J'avais en tête d'abord un truc assez primitif. Et puis, je me suis dit que plus j'écrivais, plus ça ressemblait à la vie de tous les jours. En fait, il y a beaucoup de parents qui jettent leurs enfants, qui les mettent à la porte pour quoi que ce soit, quelque raison que ce soit, et ça se passe très mal pour eux. Et en fait, la vie pour tous, c'est ça, c'est d'aller à un point A, un point B, et d'essayer de trouver son endroit à soi, quoi. Donc j'avais envie d'en parler sans être moralisateur, écœurant, et pouvoir aborder beaucoup de questions comme le handicap, le personnage principal de Léonie, qui a un bras en moins. Forcément, quand on fait 250 pages sur l'eau, ça crée des soucis d'avoir un bras en moins, donc c'était évidemment voulu, mais il y avait pas de désir particulier de représenter un peuple ou un endroit de la planète, non, pas du tout. Et justement, ces trois personnages euh, ont tous un handicap, hein. Léonie a un bras en moins. Elle rejoint Balthazar, qui est un jeune garçon dans la même situation qu'elle, mais lui est muet. Euh, et Agathe, un personnage beaucoup plus âgé, mais qui visiblement a une case en moins. Euh, il fallait explorer le handicap sous différentes coutures. Oui, je pense que c'était un vecteur c'est déjà un vecteur scénaristique, hein, c'était quelque chose qui crée beaucoup de problèmes, et donc qui crée une trame scénaristique pour éviter, je rejoins ce que disait Edith justement, le fait de créer du désir pour le dessin, etc., de ne pas s'ennuyer, parce que c'est un bouquin qui se passe entièrement sur l'eau, donc il fallait occuper l'espace intelligemment, surtout que ça se passe sur une barque qui fait 1,50 m de long, donc il fallait trouver des choses à raconter. Et en même temps, je trouvais bizarrement dans la BD que c'était pas souvent représenté les handicaps, qu'ils soient moteurs ou sociaux, hein. Agathe, dans l'histoire, euh, a juste du mal avec les gens, en fait, simplement. Elle n'a jamais trouvé sa place. Et au final, bah, c'est trouver sa place, ne pas la trouver. Elle peut très bien se trouver en plusieurs mondes comme ça. Et Léonie a un bras en moins, donc forcément, c'était plus évident. Et Balthazar qui est muet, ben, voilà, on avait une synergie qui se crée d'office. Et ça, moi, ça me forçait à trouver une façon originale de raconter, de dessiner les mots, de dessiner la musique, parce que Balthazar communique avec un harmonica pour dire oui ou non. Donc, il fallait réduire les dialogues à l'essentiel. Voilà, je trouve que tout, je voulais rester dans la métaphore, quoi, mais ça tenait bien. Donc, je suis assez content du résultat, mais j'aurais voulu aller un peu plus loin dans le handicap, mais j'avais peur de mal m'y prendre, puisque je n'en ai heureusement pas. Et
j'avais pas envie de mal parler des gens qui en souffrent et de les vexer de quelque manière que ce soit. Et donc, c'était plutôt une façon assez poétique, je dirais, de montrer qu'on a tous des casseroles qu'on traîne quand on quitte la maison des parents, le domaine familial, et qu'on doit quand même faire avec, qu'on doit faire avec ses angoisses et ses peurs, quoi. C'est un peu bateau, sans mauvais jeu de mots, mais c'était vraiment le but de l'histoire. Alors, je disais que vous étiez proche aussi de Johan. J'ai l'impression que vous avez quand même un trait où vous déployez une énergie qui n'est pas si éloignée que ça du manga. Euh, je suppose que ça fait partie de vos influences. Un peu, oui, en effet. Plutôt tout ce qui est les vieux mangas comme Akira ou Dragon Ball, qui sont pour moi les meilleurs. Mais ici, c'était surtout une volonté de différencier mon dessin du premier album, puisque j'ai signé en même temps que Vague de froid au Lombard, que j'ai commencé 2, 3 mois avant. Et donc, j'avais besoin, en passant d'une semaine à l'autre sur un autre album, de faire autre chose, parce que sinon, j'allais m'ennuyer. Et je venais d'être inondé chez mes grands-parents. Je vivais avec eux, on a eu 1,80 m dans la maison. Donc, j'ai voulu faire un truc sur l'eau pour ça. Et donc, il fallait se concentrer sur les personnages, puisque tout se passe sur un décor qui n'existe pas. Et donc, la meilleure façon de le faire, je pense, c'est faire un peu plus du manga qui rend, je trouve, les expressions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus communicatives. Donc, c'est venu un peu tout seul, comme ça, je pense. Je me suis pas posé la question, en fait, pour cet album. C'était vraiment un plaisir du début à la fin de le dessiner. Là où c'était plutôt un plaisir de raconter le Vague de froid, le premier album, ici, c'était vraiment le plaisir de le réaliser, en fait. Donc, c'était tout bénef pour moi. Alors, je précise, hein, il n'y a pas que pas que de l'action à toutes les cases, mais parfois aussi des moments de pure grâce et de pure poésie. Merci. Johan, post-apocalyptique ou pas, euh, pour, pour Silence, euh, donc un monde où l'espèce humaine euh, est dans un moment critique. La Terre ou le monde de cette espèce humaine a été envahi par des monstres euh, qui aimeraient faire un bon gueuleton avec les humains et qui les repèrent au bruit. Et donc, les humains sont condamnés quasiment au silence. En tout cas, quand ils doivent se parler, ils chuchotent. Comment est-ce que une telle histoire vous est venue en tête? C'était il y a quelques années, j'avais un projet, je voulais essayer la BD muette. Et du coup, je m'étais trouvé un peu cette idée-là d'avoir des monstres qui empêcheraient les personnages de parler, un peu comme un prétexte. C'est un truc que j'ai repris des années après. Juste avant Silence, je faisais un autre manga qui était beaucoup plus personnel, intimiste, autobiographique. Et donc, c'était très dur à sortir. Comme vous avez dit, il y a quelque chose qui peut être compliqué sur le travail, sur soi et tout. Et il me fallait quelque chose après pour rebondir là-dessus. Sachant que cette série-là n'est jamais sortie. Il y a eu un souci avec cet éditeur et du coup, c'est jamais sorti. Donc, pour rebondir, je me suis dit, il me faut quelque chose de plus fun, de plus pop, de plus amusant à la fois à dessiner et même à écrire. Et donc, j'ai repris cette idée des monstres du silence, etc. Et j'ai ajouté à cette idée des monstres l'idée du folklore français. Il y a un auteur au Japon qui s'appelle Shigeru Mizuki qui avait travaillé énormément sur le folklore et les yokai au Japon. Et il y a eu un peu cette période où les Japonais quittaient les campagnes pour la ville, pour un peu commencer à bosser. Et toutes ces histoires de folklore et tout les intéressaient beaucoup moins. Et tout le travail qu'a fait Shigeru Mizuki sur les yokai et ramené un peu dans le quotidien des Japonais, je trouvais ça hyper intéressant. Et je m'étais rendu compte que on n'avait pas trop ça en France. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont testé tout, mais à ce moment-là, je l'ignorais un peu. J'avais ce truc de ah, ben, ça peut être fun de redécouvrir le folklore, même pour moi et pour les lecteurs, d'avoir un truc un peu sympathique autour de ça, quoi. Et vous décrivez aussi un monde extrêmement froid. Alors là, on n'est pas dans la même ambiance
que celle de Jean, celle de Maud. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à partir dans un monde sous la neige, enfin la neige et la peur en fait, qui parcourt ces 200 pages? Pour la neige, c'est surtout une envie graphique. J'adore les paysages enneigés. Et je me suis dit que c'était intéressant à traiter, notamment quand il y a ce truc il y a donc une règle tacite à l'univers, c'est de ne pas faire de bruit. La neige, ça peut étouffer le bruit, etc. Je me suis dit que scénaristiquement que ça pouvait jouer, mais c'était surtout un plaisir graphique de dessiner des paysages enneigés. Et comme les monstres sont dans l'histoire liés à un nuage énorme qui cache le soleil, du coup, c'est normal aussi qu'il y ait ces températures un peu plus froides dans l'univers. Et vous êtes couvert pendant que vous réalisiez toutes ces planches? Non, ça va, ça va. Bon, merci à chacun d'avoir un petit peu présenté. Je vais essayer de vous poser des questions plus transversales. Bien sûr, la première, nous sommes dans un prix de bande dessinée. Ça peut paraître une évidence quand on est dans le milieu de la bande dessinée de vouloir s'exprimer ainsi euh, dans l'art séquentiel, hein, dans une suite d'images pour porter une narration. Mais donc la question principale, certains disaient Dieu dans tout ça, mais là pour vous, pourquoi la bande dessinée? Alors, on peut continuer peut-être d'utiliser l'ordre alphabétique ou le verset. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à la question avant les autres? Alors, Maude, pourquoi la BD? Euh, Ben alors, comme beaucoup, je pense que moi, le dessin a jamais trop quitté ma vie depuis l'enfance, mais dans l'adolescence, j'ai eu quand même une grande phase où j'ai piqué le caméscope de mes parents et je faisais beaucoup de films à qualité très médiocre, mais, mais je passais beaucoup d'heures sur Movie Maker à monter des films et à faire tourner mes copines dans des courts-métrages souvent d'horreur, etc. Et du coup, j'avais plutôt au départ cette envie de faire du cinéma et je pense que en fait, les adultes autour de moi n'étaient pas très encourageants dans ces, dans ces perspectives d'études avec peu d'élus. Et donc, je suis revenue, moi, après, j'ai fait d'autres études, enfin, j'ai un autre métier avant de faire de la BD. Donc, en fait, je suis revenue un peu parce que en tant que, enfin, je suis une grande lectrice de BD, donc en fait, quand on en lit et qu'on aime en lire, ça donne envie, enfin, je pense que l'envie d'en faire est venue beaucoup de mon côté lectrice. En fait, avec ce côté cinéma, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent et donc on est peut-être plusieurs à être passés par la case image audiovisuelle, mais il y a un côté, oui, enfin, moi, ce que j'aime pour l'instant, dans mes deux projets que j'ai eus, c'est de pouvoir, par mon dessin, donner enfin, de permettre comment dire, d'être, que ce soit avec les paysannes avec qui j'ai travaillé, donc qui n'étaient pas beaucoup écoutées dans ce qu'elles vivaient, grâce au dessin et à mon dessin, j'ai pu leur donner la parole. Et Clarisse, c'est pareil, en fait, c'est un truc enfin, de mon côté à moi, de dessinatrice, c'est solitaire et assez laborieux comme travail, mais au final, avec peu de moyens, on arrive à recréer des choses et à faire voyager les gens. Et dans le cadre de la BD avec Clarisse de J'y vais mais j'ai peur, c'était l'occasion de faire découvrir un monde assez inconnu et assez ouais, un petit peu atypique grâce au dessin et donc le rendre accessible à un grand nombre enfin en tout cas de manière assez facile, plus facile qu'un roman d'aventure et de sport. Quand on n'est pas passionné, on va pas aller voir ça. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai l'impression que je me suis pas posé mille questions. C'est le truc que je savais à peu près faire, qu'il faut moins de moyens que pour faire un film. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que voilà, de raconter des choses en BD, c'est un truc qui est venu assez naturellement. Et quand on en lit beaucoup, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu quand je vis des choses dans ma vie de tous les jours, je vois les choses un peu sous forme de BD. Donc, c'est un truc assez naturel. Et en fait, Clarisse, comme vous,
commencé dans la vie par un autre métier hein, Et que oui. navigatrice. Donc ça vous donne un autre point commun. Bah, c'est pas forcément pour ça au départ qu'elle m'a demandé à moi parce qu'on avait, enfin voilà, elle aimait ma manière de raconter les choses en BD, mais c'est vrai que bah en fait plus on écrivait ensemble, plus on se parlait, plus on se rendait compte qu'on avait plein de points communs et c'est sûr il y a vraiment pour elle, elle aime beaucoup transmettre sa passion et son métier de navigatrice, donc il y a enfin c'est sûr que j'ai vu, mais j'ai peur, ça parle de voile, ça parle de course au large, ça veut faire comprendre ce monde-là un peu inconnu aux lecteurs et aux lectrices. Mais moi, ça me tient beaucoup à cœur qu'on se rende compte qu'on parle aussi de plein d'autres choses. Et en particulier, moi, il y a des thèmes qui m'ont beaucoup touchée et dans lesquels j'ai mis aussi beaucoup de moi dans notre histoire. C'est bah, toutes ces questions de savoir ce qu'on veut faire de notre vie, du passage à l'âge adulte, de trouver sa voie et sa place dans le monde et de se rendre compte qu'on peut le trouver pour un moment, mais que c'est pas figé pour toute la vie. Donc il y a plein de questionnements et voilà, de se sentir à sa place. On aborde plein d'autres thèmes en fait grâce à ce thème de la voile et du solitaire et de cette solitude en bateau. C'était l'occasion de parler de plein d'autres choses. Et c'est vrai que moi, dans les retours, bon, je suis très contente quand les fans de voile vivent une jolie aventure de Vendée Globe grâce à la BD. Mais c'est vrai que ce qui me touche le plus, c'est des gens qui n'aiment pas trop la voile ou comme parce que moi c'était mon cas, j'étais pas du tout attirée par ce sport et ce thème. Je suis attirée par la mer, mais pas par le côté course. Et en fait, j'ai découvert enfin, cette traversée qu'elle a vécue. Il y a beaucoup de similitudes dans ce que moi je vis dans l'écriture. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvée de ce chemin très long, avec des découragements, avec de l'extase. Enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je pense qu'on se retrouve dans plein de projets de nos vies, que ce soit l'écriture d'une BD. Enfin, certains le vivent peut-être que dans l'extase, mais moi, c'est pas le cas. Et du coup, c'était très fort de se rendre compte qu'il y avait plein d'autres thèmes qui émergeaient de cette histoire. On en reparle, on y reviendra tout à l'heure. Sylvain, Bah, pourquoi la BD? je rejoins le mode sur plein de choses, parce que du coup, enfin, moi, c'est aussi une deuxième carrière et tout ça. Euh, Moi, la BD, c'est venu un peu par accident, j'ai envie de dire, et vraiment avec ce projet-là. Euh, Moi, c'est surtout le dessin, en fait. Voilà, quand j'étais petit, voilà, on faisait pas grand-chose, on faisait pas d'activités ou de trucs comme ça, et donc le dessin, c'était un peu le seul truc que j'avais. Et puis, ça m'avait toujours un peu permis de me démarquer un peu et de prendre un peu une place dans le monde. Donc, du coup, après mon bac, j'ai dû arrêter parce que voilà, j'avais pas les parents derrière et tout ça. Donc, j'ai fait de la vente pendant 7 ans. Et après, je suis retourné à 25 ans à l'école et c'est une petite école d'illustration et de bande dessinée. Donc, ça, c'est Pôle emploi qui me l'a payé. Et c'est là-bas en fait que l'été des Charognes est né. Et j'avais pas forcément pensé à la BD avant. J'avais pensé un peu à l'illustration et tout ça. Et puis en fait, c'est venu. Et puis maintenant, je me vois pas faire autre chose en fait. Mais c'est vraiment toujours dans ce truc de, un peu comme mode aussi, parce que moi, je m'en sers aussi pour des sujets qui me tiennent à cœur et pour montrer des choses qu'on voit pas forcément. Moi, j'ai à cœur, je me rends compte maintenant de montrer un peu des choses qui sont partie du quotidien, mais qu'on voit pas forcément ou qu'on voit plus. Et, et ouais, le dessin, pour moi, la BD, ça me permet de m'exprimer et puis d'englober tous les sentiments et les choses qu'on n'arrive pas forcément à dire. Je trouve qu'à travers une image, on peut dire plus de choses. Rien que par le choix d'une couleur, on peut dire plein de choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots. Donc pour moi, le dessin et la BD particulièrement, ça me permet voilà, d'exprimer tous ces trucs que j'arrive pas forcément à dire, qu'on n'arrive pas forcément à montrer. Et là, on arrive plutôt à les ressentir. Et puis, il y a aussi, comme disait Maud, un peu ce côté film Holocauste, quoi. On est à la fois styliste, décorateur, caméraman, on fait un peu tout ça. Mais tranquillement chez nous, quoi. Donc, ouais, c'est ça que j'aime bien. Et puis voilà, créer tout un univers, créer un monde, je trouve que ouais, c'est Alors, chouette. rapidement, pour laisser un peu de temps pour les autres, hein, même si c'est une adaptation de roman, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas aussi raconté? Ah si, carrément, bah, carrément, en fait, c'est ça. En fait, ce qui était cool aussi avec Simon, c'est que quand il m'a... À la base, j'étais vraiment genre, ouais, je respecte à fond, si tu penses que tel personnage doit avoir telle tête et tout, tu me le dis. Et il m'a vraiment dit, non, maintenant, enfin, t'as compris ce que je voulais, maintenant tu fais ce que tu veux. Et ça m'a permis justement de pouvoir glisser aussi de mon enfance, de ma vie aussi, et de pouvoir vraiment avoir cet équilibre, en fait, entre son travail et le mien, et qu'on arrive à fusionner et faire un gros boogie-boulga de nous, quoi. Et voilà. Jean, pourquoi la bande dessinée? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours voulu dessiner, c'est tout.
pour gagner ma vie. C'était un doux rêve jusqu'à mes 22 ans, parce qu'avant, je faisais de la biologie médicale et je me suis retrouvé en cours à dessiner pendant les cours, à la place de faire évidemment les équations, etc. Donc, j'ai vite abandonné le projet et parce qu'une professeure m'a dit, tu devrais aller en cours de dessin, mais on me disait ça en blaguant, quoi. L'année d'après, je me suis inscrit à Saint-Luc à Liège, puisque je suis belge, et je l'ai recroisée en allant à l'école. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle pensait qu'elle m'avait vu, enfin, qu'elle m'avait fait abandonner l'école, etc. Et ça m'a conforté dans cette décision. Je me suis dit, ok, j'ai fait le bon choix si elle en est à ce point-là chamboulée, la pauvre. Et j'ai tenu bon. Et la BD, je rejoins ce qu'a dit Maud, c'était du cinéma sur papier, en fait, ce que je voulais faire. Et c'était la façon la plus facile de le faire, c'était la BD, de faire du cinéma. En fait, c'est hyper. C'est la même chose, c'est très flou comme limite, les deux mondes. Il y a juste le son qui n'est pas là, même si je pense que quand on lit, on a le son. Euh, et voilà, c'était le but, c'était de pouvoir faire mes films à moi, beaucoup de moments muets, etc., de faire une version de la BD que je ne connaissais pas, un truc qui prenait bien son temps. Je veux dire, mes scénarios, ça peut être résumé en une phrase, ça raconte pas grand-chose en soi, c'est plutôt dans le ressenti, et c'est grâce à la BD que je peux le faire, donc voilà. Edith, ça paraît évident que vous avez eu une autre vie avant la bande dessinée. Oui et non, en fait, parce que comme disait Maud, moi j'ai toujours dessiné aussi depuis que je suis enfant. Comme je raconte dans mon livre, j'ai grandi à la campagne, donc assez isolée, donc il n'y avait pas non plus des milliards d'activités, surtout que Internet n'existait pas. Donc voilà, le dessin, c'était assez naturel. Et pour la petite anecdote, mon cher papa voulait être auteur de bande dessinée. Donc voilà, il y a peut-être eu un peu aussi d'encouragement de ce côté-là. Et puis, ouais, dessiner, moi, je dirais que pour moi, c'est la partie aussi que je maîtrise pas finalement. C'est que je trouve ça assez fastidieux, un peu difficile. Et il y a toujours un moment où ça m'échappe parce que j'ai besoin d'aller plus vite ou que j'ai dans la tête quelque chose que je veux représenter. Et en fin de compte, ça va être, ce qui va advenir sur le papier va être extrêmement différent de ce que j'avais présagé faire. Et après, ouais, comme l'ont dit les autres, ouais, il y a le côté. Enfin, moi, je me suis toujours raconté des tonnes d'histoires dans ma tête. Voilà, c'est comme ça, se faire des films, comme on dit, quoi. Et donc, effectivement, ça, je vous rejoins complètement là-dessus. C'est le truc, c'est le moyen qu'on a dans la main le plus évident pour raconter ce qu'on a dans la tête et que ça prenne vie. Et effectivement, je pense que le dessin, parfois, précède même le langage. Enfin, en termes d'expressivité. Enfin, je veux dire, moi, là, c'est la première fois que j'écris. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir, je trouve ça super, mais c'est presque plus dans le contrôle que le dessin. Il y a un truc au-delà de soi, j'ai l'impression. Voilà, donc ça, c'est la partie que je trouve à la fois, enfin, que j'adore et en même temps que je trouve un peu agaçante parfois parce que moi, des fois, je bute sur des trucs, je recommence et puis en fait, c'est au moment où je lâche prise que j'avance et que finalement, c'est comme c'est. Et moi, ça me plaît pas forcément, ça plaît à d'autres gens, tant mieux. Des fois, ça me plaît quand même, enfin, ça dépend des jours, je sais pas. Mais ouais, non, il y a un truc qui se passe riche de ce côté-là. Et j'aime bien le côté un peu malgré soi aussi, enfin, malgré moi en tout cas. Voilà. Cela dit, votre première bande dessinée a été publiée alors que vous aviez déjà dépassé la trentaine depuis un Un certain bon temps. petit paquet de temps, oui. Euh, et donc on peut se demander pourquoi avoir attendu. Bah, en fait, j'ai toujours dessiné. Je voulais. En fait, je pense que j'osais pas y aller. Donc, du coup, je me suis concentrée sur l'illustration jeunesse parce que c'était quand même plus accessible pour travailler le dessin et pour, entre guillemets, se planquer derrière les histoires des autres. Enfin, en ce qui me concerne. Je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fait un truc autobio pour dire bon, bah ça y est, maintenant c'est moi. Voilà, bam. Besoin de franchir la ligne. Mais avant ça, j'avais déjà fait un peu de bande dessinée aussi, mais en tant que dessinatrice. Après, il y a toujours ce travail de mise en scène, même quand on a un script, en fin de compte, il y a une forme d'écriture par la narration, l'art séquentiel, comme vous disiez. Donc, non, je dirais plutôt que là, c'était un peu comme... En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, sauf en me cachant derrière d'autres trucs, donc en pouvant plus expérimenter l'aspect graphique, mais finalement
en n'assumant pas complètement qu'est-ce que je veux raconter moi. Et là, voilà, c'était un peu ça l'enjeu. Et donc, ouais, c'est arrivé sur le tard parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez immature. Et que voilà, il m'a fallu du temps pour dire, bon, allez, j'ai peut-être un truc à dire en fait. Ouais. Mais comme mes camarades, je pense que je vais récidiver. Ouais, voilà. Johan, lui, il a déjà récidivé, parce que en fait, on est parti sur le premier tome, hein, de Silence. Or, le deuxième a déjà atteint la librairie récemment. Alors, Johan, là aussi, pourquoi la BD? Même peut-être encore plus, pourquoi le manga? La BD, la BD plus généralement, enfin, je fais ça depuis que je suis tout petit. C'est le plaisir d'écrire. J'ai grandi avec trois petits frères à qui je racontais toujours des histoires et tout, et ce truc de l'appuyer avec des dessins, et puis ça, c'est très vite dès la primaire, quoi. C'était très vite dans ma tête que j'avais envie de faire de la BD, quoi. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais pourquoi pas le manga aussi? Parce qu'il y a des histoires qu'on peut pas raconter en BD. Là, on vous disait qu'il y a le tome 2 qui est sorti, mais je suis déjà sur le tome 4. Donc, je suis déjà sur 700 pages de narration. En BD, pour faire 700 pages, c'est plus compliqué. Et surtout, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le manga, au-delà d'avoir pas les couleurs à faire, qui m'arrange pas mal aussi dans le process, c'est que c'est pas cher, quoi. Et moi, je sais que quand j'étais petit, j'aimais bien, enfin, j'avais l'argent pour m'acheter des mangas, enfin, un manga de temps en temps, mais des BD, des fois, c'était plus compliqué. Et ça c'est un truc qui me plaît aussi d'avoir ce truc un peu accessible, même si au fur et à mesure, sur la taille des séries, on s'y retrouve pas, mais je me souviens de ce plaisir quand j'étais petit de me dire, ah, il y a une série qui a l'air bien, je vais pas attaquer au tome 1, je vais attaquer au tome 9 parce que dans le tome 9 j'ai l'impression qu'il se passe des trucs. Et, et ouais, j'aimais beaucoup ça, prendre de l'espace pour raconter des choses, que ce soit de l'action ou des émotions, etc. C'est assez chouette à ce niveau-là. Et du coup, pour Silence, vous conseillez au lecteur d'attaquer avec quel tome? Le premier c'est mieux. Alors, autre question. Je suppose quand même que le travail sur chacun de vos livres ressemblait à une longue traversée. Chacun, vous êtes entre 200 et 300 pages. Euh, comment avez-vous fait pour tenir? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Quel produit, quelle substance, quel accompagnement, euh, ou quelle discipline pour arriver au bout, pour toucher terre? Maud, bien sûr. Ouais, moi, c'est une question assez dure. Ma première BD, j'ai mis 4 ans à la faire, en sachant qu'on était 6 autrices, donc il y a aussi le temps elles étaient agricultrices, donc il fallait trouver le temps de se voir, donc ça a rajouté du temps au process, mais c'est aussi parce que je doute beaucoup, enfin j'étais beaucoup devant ma page blanche à avoir peur, etc. Là, avec Clarisse, je dirais que le moteur principal, ça a été que, vu qu'elle est navigatrice et qu'elle a un emploi du temps compliqué, si je ratais le coche des étapes pour qu'elle puisse relire, bah, c'était vraiment foutu, quoi. Après, elle était en mer pendant 3 semaines et elle était plus disponible pour faire ses retours. Donc j'ai quand même beaucoup fonctionné à la deadline et au stress, malheureusement. Et donc, on a mis 2 ans à la faire parce que il n'y avait pas vraiment le choix. En fait, là, Clarisse est en train en ce moment, prendre le départ d'une transatlantique entre New York et la Vendée. Là, elle est en train de partir en ce moment. Et après, en novembre, elle repart pour un autre tour du monde si tout se passe bien sur cette course-là, là, qu'elle est en train de faire. Donc en fait, on n'avait vraiment pas le choix. Donc moi, ça a été vraiment ça mon moteur. Et après, j'ai des enfants, donc j'ai une discipline. Enfin, je suis obligée de me mettre un peu un cadre de journée classique de salarié parce que à 17 heures, il y a la sortie de l'école et voilà, ça c'est. Mais ça va pas forcément avec mon rythme naturel. Donc moi,
la BD, c'est à la fois beaucoup de. Je suis hyper fière de réussir à aller au bout d'un projet, mais c'est beaucoup, enfin, c'est, voilà, c'est beaucoup de, pour mes proches, c'est beaucoup de souffrance et de soutien au quotidien pour que j'arrive au bout. Et j'ai eu la chance d'être super bien accompagnée par mon éditeur chez Delcourt qui a bien su comment je fonctionnais et comment m'accompagner dans cette longue traversée. Et Sylvain? Moi, c'est un peu horrible aussi, je crois. Il y a beaucoup de stress. Euh, je suis vraiment entre des moments où genre, ouais, c'est trop cool, c'est trop bien, et puis vraiment très très down, où genre c'est de la merde. Après, ça va que quand je prends le rythme, j'arrive vraiment à être. Enfin, j'étais à 2 pages par jour sur l'été des Charognes, donc c'est vraiment genre un long tunnel, et puis pareil, grosse journée, grosse amplitude. Mais après, quand je suis lancé, j'arrive à me structurer, donc c'est cool. Normalement, je suis pas trop de retard dans les rendus et tout ça. Mais c'est surtout mentalement, ça prend beaucoup d'espace en fait. Pour l'été des Charognes, j'avais beaucoup de références à prendre et tout ça. Donc, enfin, tout était des Charognes en fait. Je marchais dans la rue, je prenais une photo d'un truc parce que ça me faisait penser à ça ou quoi. Ou je regardais un film, c'était attends, stop, je prends une capture d'écran parce que ça, enfin, je peux l'utiliser pour un truc. Donc, c'est vraiment, ouais. Et là, je suis en train de finir ma deuxième là et c'est pareil en fait. Dès qu'on rentre dans un processus de création, c'est tout devient. Enfin, voilà, enfin, on pense, enfin, moi, pour moi, c'est H24, 7 jours sur 7, et tout devient un motif ou quelque chose que je peux utiliser. Donc, beaucoup d'énergie, ouais, c'est vachement drainant. Mais après, voilà, pareil, c'est quand c'est là et qu'on le tient, on dit, ah, c'est trop cool. T'as l'impression que rien n'est arrivé, et puis t'as envie de recommencer. Mais ouais, moi, j'ai un espèce d'amour-haine aussi dans la création, où c'est un peu compliqué. Mais je suis toujours très content après quand je finis mes planches. Donc c'est cool quand même. Mais ouais, c'est compliqué. Et Jean, un peu d'entraînement en piscine? Si seulement. Non, je suis pas un grand sportif, hein, c'est pour ça que je fais de la bande dessinée. On lève pas notre pète de la chaise, donc c'est parfait. Non, non, moi, c'est la musique qui m'a fait tenir. J'écoute beaucoup de musique et l'air de rien, trouver un album ou trouver un truc à écouter le lendemain, ça donne envie. Et un truc qui marche bien aussi, c'est de dédier ces albums à des proches. On n'a plus le choix, du coup, une fois que c'est lancé. On peut pas les abandonner. Et moi, ça m'a fait tenir. Le premier était pour mon frère, le deuxième pour ma sœur. Donc, j'ai encore 3 frères et sœurs, donc j'ai encore au moins 3 albums à faire. Et après, je peux me reposer et me la couler douce aux Bahamas, j'espère. On verra bien. Mais c'est sûr qu'on devient millionnaire en faisant de la bande dessinée. Ça, c'est sûr et certain. C'est de notoriété publique. On le sait bien. Edith, euh, Bah, un bah, peu vous comme avez- comme les autres, enfin, ouais, c'est un peu fastidieux, ouais, c'est sûr. Il y a des étapes plus ou moins dures. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de passer les vitesses, quoi. À chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, je bute sur l'obstacle. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais, que je m'en sortirai jamais, c'est l'enfer, etc. et tout. Et une fois que je suis lancée, là, je deviens carrément mégalo, genre, je suis grisée, genre, ça y est, j'ai trouvé le truc, je suis à fond. Je trouve qu'il y a un côté un peu course de marathonien, quoi. Faut garder le rythme et en même temps. À la fin, enfin moi, en ce qui me concerne, il y a une espèce de sprint à la fin où ça s'est densifié et où là, ouais, t'arrives plus trop à dormir parce qu'en fait, il faut faire ses pages pour arriver à dormir, sinon c'est impossible. Et en même temps, après, on est un peu surexcité parce que ouais, demain j'en ferai encore plus. Et genre, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu de folie, moi, qui s'est mis en place, j'ai l'impression. Enfin, tout va bien maintenant, hein, je suis redescendue sur Terre, mais ouais, non, c'est vrai que je rejoins aussi ce que disait Sylvain. Il y a un truc un peu obsessionnel. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété ce que tu as dit, en tout cas, obsessionnel qui se met en place. Et c'est bizarre, c'est qu'à la fois, je trouve ça hyper agréable et en même temps, il y a une espèce de tourmente. Enfin, moi, je sais qu'il y a toujours un moment de l'album où, enfin, même si là, c'était le premier album que je fais comme ça, mais j'ai vraiment eu des sentiments de vouloir en finir, quoi, entre guillemets, enfin, d'aller au bout, comme disait Maud. Et en même temps, après, peur du vide, enfin, je sais pas, c'est assez. Ouais. Je pense que les auteurs de BD sont probablement un peu barjots, ou je sais pas. Et ouais, la musique, en tout cas, moi, je trouve aussi que c'est un bon moyen de se donner un rythme. Après, moi, ça marchait pas toujours. Genre, dans la phase d'écriture, je peux même pas écouter de musique. Enfin, il me faut le silence total. Sinon, j'arrive pas à réfléchir. Voilà. Johan, musique probablement, puisque Pas tant. Pas tant. Moi, j'aime bien écouter un truc sur lequel mon attention se fixe pas. Donc, ça va être vraiment toute la homepage YouTube. Donc, tout vraiment ce qui passe. Il y a beaucoup de vidéos longues. Du coup, je mets ça et si je suis pas attentif,
Ça me dérange pas. Je regardais aussi des séries, mais en fait, je me rendais compte à la fin de la série que j'avais rien suivi et du coup, c'était un peu dommage, quoi. De temps en temps, ça m'arrive un peu d'avoir un accompagnement comme ça, mais en fait, ouais, c'est vraiment plus comme, euh, comme les grands-parents qui mettaient la radio tout le temps chez eux pour avoir un accompagnement. Moi, il y a vraiment YouTube qui m'accompagne. De temps en temps, des podcasts aussi, ça m'aide pas mal. Et, euh, et en fait, il y a deux trucs qui sont vraiment importants. C'est que moi, j'ai besoin que ça aille vite. C'est-à-dire qu'une fois que le truc est storyboardé, il faut que ça enchaîne. Donc ça aussi, ça aide à avancer, de dire, bah, surtout sur une série, de dire, j'ai envie de passer à la suite, au tome suivant. Et ça aide beaucoup. Et puis, il y a un facteur financier aussi, de dire, si je fais pas assez de pages dans le mois, en fait, le mois, il va être compliqué. Et il y a un peu un truc que je me suis imposé, c'est de ne pas prendre de taf à côté. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont contraints de faire des ateliers ou de la pub, etc., qui font rentrer de l'argent pour pouvoir bosser à côté. Moi, je me suis dit, si je m'empêche de faire ça, en fait, les seuls revenus, ce sera les planches. Du coup, il va falloir avancer les planches et je pourrais pas revenir dessus, etc. Ce qui peut être aussi un piège. Quand on a fini un album, on revient dessus, on dit, ah, je vais le recommencer parce qu'en fait, c'est pas bon. Et tourner un peu au-dessus. Donc, il y a ces deux trucs-là qui m'aident vraiment à avancer de manière régulière. Et bien, comme vous êtes encore dedans, euh, puisque pour les autres, la page s'est refermée sur ce volume. Vous êtes encore dans ce rush. Euh, je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir été présents, mais particulièrement pour vous, Johan, puisque vous dites que vous ne faites vous ne travaillez que sur Silence et vous refusez toute autre collaboration. Donc c'était un grand honneur de vous avoir tous, et particulièrement Johan, euh, ce soir. Puisque Nathalie est réapparue, je suppose que ça veut dire Ouais, il est l'heure de prendre l'antenne. exactement. Mais d'abord, qui sera le cinquième lauréat du prix Orange de la BD organisée par la Fondation Orange? Alors, je vais vous remontrer les visuels. Comme ça, on verra qui et on va. Alors, votez bien. Vous les avez écoutés. Ils ont été très bons. Ils ont été très. Moi, je vous ai adoré tous. Je suis d'accord avec la présidente du jury. Vos BD et le manga sont terribles. Donc, il y a Maud Bénézit et Clarisse Kremer pour J'y vais, mais j'ai peur aux éditions Belcourt BD. Sylvain Bordesoul pour L'été des charognes aux éditions Gallimard BD. Édith Chambon pour Ma famille imaginaire aux éditions Lagrume. Jean Crémers pour Le Grand Large aux éditions Glénat. Et Johan Vornière pour Silence tome 1 aux éditions Cana. Donc, je rappelle que vous avez jusqu'au 5 juin minuit pour voter, pour élire le lauréat 2024 du prix de la BD Orange. Qui de ces 5 auteurs prendra la place de Yann Damezin, qui est l'ancien lauréat, parce que le lauréat intègre le jury. On a oublié de le dire tout à l'heure, donc voilà. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Merci, mesdames, merci, messieurs, et merci, Laurent, d'avoir si bien animé cette rencontre. Amis lecteurs, votez bien. Allez sur lecteur.com, ça prend 5 minutes si votre choix est fait. Voilà, maintenant, il faut choisir. C'est le moment. Mais choisissez bien et vous ferez certainement un heureux. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et on croise les doigts pour vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.